Notre histoire, l'histoire de l'homme, a commencé ici, sur la vaste terre d'Afrique. L'espèce humaine compte aujourd'hui plus de 5 600 000 individus répartis sur toute la surface de la Terre. Mais le berceau de cette humanité est l'Afrique. Pouvoir se tenir debout et se déplacer sur ses deux jambes est le propre de l'homme. Ces empreintes sont celles d'un de nos lointains ancêtres. Il a marché ici même il y a plus de 3 500 000 années. Ce premier pas a marqué l'avènement de l'espèce humaine. Les êtres humains ont sans doute évolué à partir d'une espèce de singe qui vivait dans la forêt africaine. Et puis, par nécessité, ils ont commencé à marcher sur leurs deux jambes. Un bout de terre, en Afrique, a gardé la trace de cet instant. Bien avant, les dinosaures ont été les maîtres de la Terre. Leur règne a duré plus de 100 millions d'années. Ils se sont éteints il y a 65 millions d'années. Un astéroïde géant était entré en collision avec notre planète et l'environnement de la Terre a été complètement modifié. Seuls quelques petits animaux ont survécu à cette catastrophe naturelle. À l'aide de leurs griffes acérées, ils se sont mis à grimper aux arbres. Ils se nourrissaient de fruits et d'insectes. Les primates ont pour très lointains ancêtres ces créatures connues sous le nom de Purgatorius. Après la disparition des dinosaures, la plupart des terres émergées étaient couvertes de vastes forêts tropicales humides. L'évolution des primates s'est réalisée au cœur du monde végétal. La vie dans les frondaisons des forêts profondes était douce. Les fruits poussaient en abondance et il n'y avait pas de prédateurs. Les forêts étaient si riches et si sûres que le nombre des espèces de primates n'a cessé d'augmenter. Les ancêtres de l'homme sont nés dans cet environnement. Le lac Victoria est situé légèrement sous l'équateur. Il y a là une île appelée Rusinga. On a trouvé dans cette toute petite île des restes fossiles qui nous éclairent sur l'origine de l'homme. Le docteur Mary Leakey a longtemps fouillé le continent africain à la recherche du premier homme. Elle a découvert quelques fragments d'os dans une terre datant de 18 millions d'années. Un peu plus loin, elle a trouvé des dents et des mâchoires fossiles. En assemblant ces fragments, elle s'est aperçue qu'il s'agissait d'un crâne de singe. Ce crâne appartenait à un singe qu'elle a nommé Proconsul et qui a très certainement conduit à l'homme. Cette créature a très bien pu évoluer vers le singe,
le gorille et l'homme. Si l'on se place sur l'échelle du temps, c'est tout à fait possible. Après cette découverte capitale, plusieurs os du pied et de la colonne vertébrale ont été trouvés dans l'île de Rusinga. À partir de là, on a pu visualiser le proconsul. On pense qu'il marchait sur les branches des arbres et sur ses quatre pieds. Il avait de longs doigts qui lui permettaient de s'accrocher fermement aux branches avec ses membres antérieurs, mais aussi avec ses membres postérieurs. Les chercheurs ont été particulièrement attentifs à la dentition du proconsul. La molaire présente 5 renflements dus à l'épaississement de la couche d'émail. C'est un signe particulier qu'on retrouve chez l'homme et chez le chimpanzé. L'absence de queue est un autre signe qui atteste que le proconsul est un primate proche de l'homme. Les proconsuls vivaient et prospéraient dans les arbres de la forêt. Mais comment le proconsul a-t-il évolué vers l'homme ? L'homme descend du singe. Aujourd'hui, personne ne le conteste, mais lorsque cette théorie a été avancée pour la première fois, elle a été violemment rejetée. L'homme ne devait pas avoir pour ancêtre un animal, un singe. En 1859, Charles Darwin, le naturaliste anglais, l'auteur de L'origine des espèces, affirmait que l'homme descendait des singes africains. Sa théorie a provoqué une révolution dans les milieux religieux et scientifiques de l'époque. Darwin n'est pas parvenu de son vivant à montrer le processus de cette transformation. Comment l'homme avait évolué à partir du singe. Si l'homme a évolué à partir du singe, il a bien dû exister au cours de cette évolution une créature intermédiaire entre le singe et l'homme. Ce dessin, réalisé par des darwinistes, représente cette créature intermédiaire qu'ils ont imaginée. Ils lui ont même donné un nom, Pithecanthropus, le singe-homme. Les partisans de la thèse de Darwin ont essayé de retrouver les fossiles de ce singe-homme. En 1890, des fossiles découverts en Indonésie, dans l'île de Java, ont été attribués à cet ancêtre de l'homme. Ce fossile a d'abord été appelé Pithecanthropus, en référence au dessin du singe-homme. Mais le nom qui lui est resté est l'île de Java. Un peu plus tard, dans la banlieue de Pékin, a été découvert un célèbre fossile que l'on nomma l'homme de Pékin. À voir la forme de leur crâne et de leurs dents, l'homme de Java et l'homme de Pékin font davantage penser à un homme contemporain qu'à une créature intermédiaire entre le singe et l'homme. À l'époque, de nombreux anthropologues croyaient que ce qui différenciait l'homme du singe était le volume de son cerveau. Pour eux, la créature intermédiaire devait être une sorte de singe avec un cerveau plus développé. C'est dans cette effervescence intellectuelle qu'on a trouvé en Angleterre un fossile qui pouvait confirmer l'hypothèse de ces savants. Exhumé par un collectionneur de la région, le fossile a été baptisé du nom de la ville où l'on l'avait découvert, Piltdown, l'homme de Piltdown. Cet homme avait de solides mâchoires et ses dents, par leur forme, ressemblaient à celles des singes. Sa capacité crânienne était bien plus importante que celle des singes. Les anthropologues de l'époque ont fini par accepter que l'homme de Piltdown était bien l'ancêtre de l'homme. Arthur Kate, anthropologue,
pensait alors que la vraie différence entre les singes et les hommes était le poids du cerveau. S'il dépassait 750 grammes, c'était à coup sûr un être humain. Le fossile de Piltdown répondait à cette exigence. Mais l'affaire avait été montée de toutes pièces. Ce n'est que 40 ans plus tard que l'on s'est aperçu que l'homme de Piltdown était un faux. Il avait été fabriqué à partir d'une mâchoire d'orang-outan et d'un crâne d'homme. L'idée que l'homme se distinguait du singe par la taille de son cerveau perdait toute crédibilité. « 1974. C'est cette année-là que des chercheurs ont fait une découverte qui allait lever le voile sur le mystère du passage du singe à l'homme. La Terre nous a rendu Lucie. En Afrique, dans le berceau de l'humanité, là où Darwin pensait que l'homme était apparu. Nous sommes en Éthiopie, à Hadar, qui signifie « rivière asséchée ». Ce lieu se trouve au centre d'une région aride où il pleut rarement. Une équipe franco-américaine a travaillé là pendant 3 ans. Un beau jour, ils ont découvert dans cette terre les plus anciens fossiles connus d'êtres humains. Ce fossile, ils l'ont appelé Lucie. C'était un Australopithecus afarensis, apparu il y a 4 millions d'années. Le cerveau de Lucie devait peser environ 400 grammes, à peu près celui d'un chimpanzé. Elle était proche du singe au vu de sa mâchoire, elle avait de longs bras et des jambes courtes. Mais Lucie présentait une caractéristique propre à notre espèce, elle marchait debout et non pas à 4 pattes. Le professeur Randall Sussman, de l'Université de l'État de New York, a étudié à partir de Lucie comment elle et son groupe, appelé Afarensis, marchaient. Il a comparé point par point le squelette de Lucie avec ceux des singes et des hommes. Le résultat de cette étude atteste que l'Afarensis était équipé pour que sa bipédie soit rendue possible. La forme de son bassin est caractéristique. Le bassin de Lucie est large et disposé à l'horizontale, de façon à pouvoir supporter le poids de ses organes. Le chimpanzé, qui lui marche à 4 pattes, a un bassin étroit disposé à la verticale. Le bassin de Lucie n'a rien à voir avec celui d'un chimpanzé. Son bassin ressemble à celui d'un être humain. La forme de l'articulation du fémur permet de penser qu'il était oblique de la hanche au genou. Grâce à cette disposition, les os situés sous le genou pouvaient être au-dessous du centre de gravité du corps. Il lui était plus facile de porter le poids du corps sur ses jambes. On constate que l'homme possède cette particularité alors qu'elle est totalement absente chez les singes quadrumanes. Il ne fait aucun doute que l'Australopithecus afarensis marchait sur ses 2 jambes. Par ailleurs, Lucie et l'Afarensis en général ont des cerveaux plutôt petits, comme ceux des singes. De nombreux aspects de leur squelette sont également très primitifs. L'accroissement de la taille du cerveau et le développement de l'intelligence n'ont jamais été la première étape de l'évolution de l'homme. La première étape de l'évolution de l'homme a été la marche sur 2 jambes, la bipédie. Lucie avait peut-être les genoux légèrement repliés et la taille un peu inclinée. Selon le professeur Sussman, elle marchait bien sur ses 2 jambes. La découverte de Lucie
a clos le débat commencé au temps de Darwin sur le premier stade de la diversification de l'homme par rapport aux singes. La façon dont les hommes se déplacent sur leurs deux jambes est un fait unique dans l'histoire de la vie sur Terre. Certains dinosaures se dressaient bien sur leurs pattes arrière pour marcher, mais ils ne marchaient pas comme nous. Leur colonne vertébrale s'étirait vers l'avant à l'horizontale et ils gardaient l'équilibre en prenant appui sur leurs membres postérieurs. Marcher avec la colonne vertébrale à la verticale du sol est le propre de l'homme. Le proconsul, qui est un très lointain ancêtre de l'homme, marchait à quatre pattes comme de nombreux animaux. Comment ses descendants ont-ils évolué vers la bipédie ? On n'a pas retrouvé de fossiles significatifs qui témoignent de ce stade intermédiaire de l'évolution. Mais, peu à peu, on a commencé à comprendre qu'il s'était passé quelque chose au cœur de la forêt tropicale. La forêt était profonde et semblait ne pas avoir de limite. La forêt tropicale humide est l'écosystème le plus généreux de la planète. Elle fournit des fruits et des feuilles en abondance. Il y a 18 millions d'années, les proconsuls devaient vivre dans les arbres de la forêt équatoriale africaine où, l'année durant, ils se nourrissaient de ces fruits. Les descendants du proconsul y vivent encore. Ce sont les chimpanzés, les singes les plus proches de l'homme. Nous avons en commun près de 95% de nos gènes. L'homme et le chimpanzé descendent tous deux du proconsul, c'est comme s'ils étaient frères. Nos ancêtres devaient, dans une certaine mesure, mener la même vie que ces chimpanzés. Encore une fois, comment l'homme s'est-il mis à marcher sur ses deux jambes ? En observant ces chimpanzés, les scientifiques ont répondu à cette question. Les recherches menées à l'Université de New York portent sur la façon dont les muscles des chimpanzés sont utilisés lorsqu'ils se déplacent. Les chercheurs ont étudié comment ce chimpanzé utilise ses muscles quand il marche debout. Chaque mouvement des 10 muscles attachés au bassin et au fémur du chimpanzé ont été examinés. On a conclu que le muscle appelé gluteus medius, qui se trouve au niveau de la taille, est très sollicité lorsque le chimpanzé marche sur ses deux jambes. C'est un muscle essentiel qui assure l'équilibre lors de la marche. Quand la jambe droite se lève, le bassin commence à basculer du côté droit. Le gluteus medius gauche le retient alors pour préserver l'équilibre. Il empêche le corps de trop osciller de droite à gauche et de gauche à droite.
Les chercheurs ont mesuré les contractions de ce muscle lorsque le chimpanzé est en mouvement. Quand le chimpanzé marche normalement sur ses quatre pattes, le gluteus medius bouge à peine. En revanche, le gluteus medius est fortement sollicité quand le chimpanzé grimpe à la verticale, le long d'un tronc d'arbre par exemple. Le gluteus medius a donc une fonction essentielle pour l'homme qui marche. Il le maintient en équilibre. Au cours de l'escalade, les membres postérieurs poussent le corps vers le haut pendant que les bras s'accrochent au tronc. On a comparé la posture d'un singe grimpant le long d'un tronc d'arbre à la démarche de l'homme sur ses deux jambes. Il y a de nombreux points communs. Les spécialistes pensent que grimper sur les arbres a été une sorte d'entraînement pour pouvoir plus tard marcher sur deux jambes. Les chimpanzés, comme d'autres grands singes, se pendent aux branches. Quand ils sont suspendus, leur colonne vertébrale s'étire à la verticale. On peut penser que cette position leur a servi d'entraînement pour se tenir droit. L'origine de la bipédie est très facile à comprendre, en se basant sur un singe non spécifié, pas un singe vivant aujourd'hui, mais plutôt un compromis entre un chimpanzé et un ou plusieurs autres primates. On peut établir des modèles de comportement. On constatera que la bipédie provient sans doute d'un singe de forte stature. Cet animal devait vivre il y a 5 à 7 millions d'années. Il grimpait aux arbres. Les proconsuls se déplaçaient à l'aide de leurs 4 membres dans les arbres de la forêt africaine. Progressivement, certains de leurs descendants sont devenus plus grands. La forêt nourrissait bien ces grands singes. Le professeur Sussman pense qu'ils étaient les ancêtres communs des singes et des hommes. Leur poids avait lui aussi augmenté. Plutôt que de sauter simplement d'un arbre à l'autre, ils sont descendus. Il leur arrivait de plus en plus souvent de marcher jusqu'à un autre arbre dont ils escaladaient le tronc et se pendaient à ses branches. Ils se préparaient ainsi, peut-être sans le savoir, à marcher debout. Le professeur Sussman pense que l'homme et le chimpanzé ont évolué conjointement jusqu'à ce stade. Mais à un moment donné, les hommes et les chimpanzés ont choisi chacun une voie différente. Que s'est-il passé pour que le destin de l'homme se sépare de celui du singe ? On n'a pas retrouvé de restes fossiles de cette espèce intermédiaire. Certains chercheurs ont une approche totalement différente de celle du professeur Sussman. Le docteur Satoshi Orai de l'Institut national de génétique du Japon cherche à répondre à cette question en étudiant les gènes. Plus le nombre de générations augmente, plus l'individu possède de gènes différents de ceux de l'autre branche.
En analysant leurs différences génétiques, on peut savoir à quel moment le chimpanzé et l'homme ont divergé. Nous avons évalué le moment où les êtres humains et les chimpanzés se sont séparés. Nos calculs nous indiquent que cela remonte à 4 900 000 années. Ce chiffre comporte une marge d'erreur extrêmement faible, environ 200 000 ans. Il est donc raisonnable de penser qu'ils se sont séparés il y a 5 millions d'années. Après s'être séparés de l'orang-outan et du gorille, l'être humain et le chimpanzé ont suivi une même ligne d'évolution. Ce qui les a séparés s'est produit il y a environ 5 millions d'années. Un cataclysme a fait s'effondrer la forêt africaine. Depuis plus de 10 millions d'années, le continent africain subissait d'importantes secousses géologiques. D'innombrables volcans étaient entrés en éruption et le sol de la partie orientale du continent s'était surélevé de plus de 1000 mètres. Une formidable énergie venue du centre de la Terre l'avait soulevé. Le manteau, situé entre le noyau en fusion et la croûte terrestre, avait libéré en direction de la surface une énorme masse à très haute température. Ces intenses activités tectoniques avaient totalement bouleversé le paysage, jusqu'alors couvert d'immenses forêts. Une chaîne de montagnes a surgi il y a environ 5 millions d'années. Elle barrait l'Afrique entière du nord au sud. En France, le professeur Yves Coppens, co-découvreur de Lucie, pense que la destinée de l'homme s'est séparée de celle du chimpanzé justement à cause de cette barrière. La faille qui n'était pas une barrière, mais la muraille qui est devenue, une barrière, a empêché les uns de passer de l'autre côté et les autres de passer du premier côté. Je crois que toutes ces populations étaient une seule population d'ancêtres communs avant 8 millions d'années, 9 millions, 10 millions, et que cette population a été séparée en deux. Une série de hautes murailles coupe maintenant l'Afrique, du nord au sud. Elle n'a pas seulement séparé en deux groupes les ancêtres communs des êtres humains et des chimpanzés, elle a aussi entraîné une transformation graduelle de l'environnement dans la partie orientale du continent. La forêt équatoriale africaine, si vaste et si épaisse, prospérait grâce aux pluies abondantes qu'apportait le vent d'ouest. Le professeur Coppens pense que la nouvelle chaîne de montagnes a stoppé les vents d'ouest et provoqué une diminution des précipitations sur l'est de l'Afrique. La pluie était vitale pour la forêt tropicale humide. Comme il pleuvait de moins en moins, la forêt a fini par disparaître. Elle a été remplacée par la savane, puis par une prairie. Les ancêtres communs aux chimpanzés et à l'homme avaient vécu dans les arbres, au cœur de forêts nourricières. Mais à l'est de la chaîne montagneuse, la végétation n'était plus la même.
Pour le professeur Coppens du Collège de France, la transformation de la forêt en prairie a obligé cette espèce à évoluer vers l'homme. Lucie appartenait au groupe des Afarensis. Elle marchait debout et a été découverte à l'est des montagnes. Le paysage d'aujourd'hui ne rappelle en rien l'environnement dans lequel Lucie vivait. Mais dans la même couche de terrain où on a trouvé Lucie, il y avait des grains de pollen provenant de plantes de cette même époque. Le professeur Raymond de Bonnefille de l'Université de Marseille a analysé ces pollens pour connaître l'environnement dans lequel Lucie vivait. Elle a trouvé des pollens de riz et quelques pollens d'arbres. Les plants de riz sauvage poussent rarement dans les forêts profondes, mais on en trouve souvent dans les grands espaces comme la savane ou la prairie. L'environnement n'est pas du tout celui de la forêt équatoriale actuelle. C'est plutôt une mosaïque de bosquets d'arbres, de forestiers et d'espaces occupés par des mountain grasslands ou des savanes au sens large, c'est-à-dire des savanes un peu plus que l'on trouve sous des climats sensiblement plus frais que le climat très chaud et désertique qui existe actuellement à Hadar. Ces grains disent bien que Lucie ne vivait pas à couvert dans la forêt épaisse, mais plutôt dans une savane parsemée de quelques arbres. Et à l'est, entre la muraille et l'océan Indien, petit à petit, la forêt se dégrade. Et elle laisse donc la place à des morceaux de forêt, puis à des morceaux de savane. Première phase, il y a encore de la forêt. L'hominidé marche mais grimpe. Et deuxième phase, c'est encore plus sec. L'homme marche mais ne grimpe plus. Les ancêtres communs aux chimpanzés et à l'homme vivaient au cœur de la forêt. Mais cette forêt d'abondance a été coupée en deux par la chaîne des montagnes. À l'est, la forêt a disparu peu à peu. Ceux qui se sont retrouvés du côté où la forêt se clairsemait ont bientôt manqué de nourriture. Ils ont été obligés d'émigrer vers d'autres forêts éloignées pour trouver de quoi manger. À partir de ce moment, ils se sont mis à marcher. Ils s'étaient déjà préparés à marcher debout quand jadis, ils se suspendaient aux branches des arbres. Ils ont quitté leur habitat originel et se sont dirigés vers la savane. L'ancêtre bipède de l'homme venait d'apparaître.
Mahal, sur le lac Tanganyika, en Tanzanie. Nous sommes à l'ouest de la chaîne de montagnes. Ici subsiste une épaisse forêt. Les singes avaient suivi la même évolution que les hommes jusqu'à un certain stade, mais eux ne se sont pas mis à marcher. Ce sont ces chimpanzés. À l'ouest de la barrière montagneuse, la forêt était restée intacte. L'environnement n'a pas obligé les chimpanzés à devenir des bipèdes. Selon le professeur Coppens, ceux qui sont restés dans les arbres ont eux aussi évolué pour aboutir aux chimpanzés d'aujourd'hui. Les chimpanzés avaient de grandes dispositions pour la bipédie, mais ils n'ont pas eu besoin de s'en servir. On peut dire, en tout cas, dans l'état actuel des connaissances, que si l'Afrique équatoriale était restée totalement forestière, nous serions encore des singes adaptés à cette forêt et grimpant allègrement dans les arbres. À l'est des montagnes, la forêt d'abondance a disparu peu à peu. Les ancêtres de l'homme se sont mis à marcher dans la savane, debout, à la verticale. Certains singes se sont retrouvés à l'ouest de la montagne et d'autres à l'est. La réponse était bien au cœur de la forêt tropicale africaine. C'est un cataclysme qui a fait que les uns sont devenus des hommes et les autres des chimpanzés. À partir des australopithèques, ils se sont progressivement adaptés à leur nouveau milieu. La savane était un milieu hostile pour nos lointains ancêtres qui, jusqu'alors, avaient vécu dans la forêt. Dans la savane, il n'y avait pas d'endroit où se cacher, de terrifiants carnivores les menaçaient. Nos ancêtres vivaient dans la crainte de ces prédateurs qui les environnaient. Le léopard était l'un d'eux. L'animal saisissait l'homme dans sa large mâchoire et allait le dévorer dans l'arbre le plus proche. On a retrouvé en Afrique du Sud les os de ces malheureux parmi des os de cerfs et de lapins. Ce crâne percé de 2 trous est celui de l'homme appelé Paranthropus robustus, un descendant de Lucie. Il avait 2 millions d'années de moins qu'elle. L'homme qui marchait sur ses 2 jambes n'avait pas couru assez vite. Les canines de la mâchoire inférieure du léopard qui a fondu sur lui l'a pris par derrière. Le cerveau de l'homme que le léopard a mangé devait peser environ 500 grammes. Son cerveau n'avait pas beaucoup grossi depuis l'époque de Lucie. Et pourtant, dans les mêmes couches sédimentaires que ce Paranthropus robustus, on a retrouvé un outil qu'il s'était fabriqué de ses mains, un outil en pierre. On disait, avant cette découverte, qu'il fallait un gros cerveau, une intelligence développée, pour fabriquer des outils. C'était faux.
Le professeur Sussman ne s'est pas intéressé au cerveau du descendant de Lucie, mais à l'anatomie de ses mains. Il pense que la structure de leurs mains avait évolué récemment, ce qui leur a permis de créer des outils avec des pierres qu'ils choisissaient avec soin. Leur survie dépendait de ces armes qu'ils avaient appris à fabriquer. Voici une main de Paranthropus robustus. Observez bien l'os du pouce. Il a l'air épais et il ressemble à celui des hommes d'aujourd'hui, mais avec des muscles plus développés. Nous savons saisir les petits objets en bougeant le bout du pouce et l'index. Ce simple mouvement auquel nous ne prêtons pas attention exige une grande maîtrise de soi et un pouce très développé. Par contre, Lucie n'était pas capable de fabriquer des outils. Quels sont les mouvements qu'elle pouvait faire avec ses mains ? Ses mains étaient minces, plus proches de celles du chimpanzé que celles de l'homme contemporain. Le pouce des chimpanzés est extrêmement court et mince par rapport à ses autres doigts. Les muscles destinés à les faire bouger ne sont pas aussi développés qu'ils le sont chez l'homme. Voyons maintenant comment ce singe procède pour saisir de petits objets entre le pouce et l'index. Il n'y parvient pas facilement. Lucie n'était pas plus habile que les chimpanzés dont elle était encore trop proche. Le professeur Sussman dit que le Pithecanthropus robustus avait des pouces composés d'os plus épais et équipés de muscles développés, ce qui lui a permis de réaliser le tout premier outil de pierre. L'évolution humaine a fini par inventer ce type de pouce, assez long par rapport aux autres doigts. Et en observant les archives fossiles, nous faisons un constat. Le cerveau n'a commencé à grossir qu'après l'apparition de ce pouce. Donc, l'accroissement du volume de l'encéphale et l'évolution de l'intelligence ne sont pas liés directement à l'évolution de la main et à l'usage de l'outil. Depuis Lucie, les êtres humains ne vivaient plus dans les arbres de la forêt. Ils s'étaient mis à marcher debout dans la savane ou à courir lorsqu'ils étaient poursuivis. Comme ils n'utilisaient plus leurs membres antérieurs pour se déplacer ni pour se pendre aux branches, ces membres ont évolué. Ils sont devenus des bras, avec des mains capables de porter et de saisir des objets. L'obligation de vivre dans la savane a conduit les êtres humains à maîtriser la station debout et à bien marcher. Près d'un lac dans le nord du Kenya, on a exhumé un être plus évolué, plus jeune, 1 million d'années, et encore plus habile de ses mains. Ces restes fossiles montrent que les êtres humains de cette époque devaient marcher comme nous. Plus de 2 millions d'années après la première apparition de Lucie et de sa famille d'Australopithèques afarensis, la bipédie était un acquis. L'homme marchait bien sur la terre d'Afrique. La posture verticale a modifié la structure de la gorge et l'homme a commencé à émettre des sons. Lucie marchait légèrement voûtée. Son arrière-gorge, là où résonnaient les sons produits par les cordes vocales, était étroite. Son anatomie l'empêchait de moduler des sons. Lucie ne pouvait pas parler. Lorsque l'être humain s'est redressé, sa nouvelle posture a libéré l'espace nécessaire pour faire vibrer les sons.
La station debout a modifié la structure de sa gorge et celle de ses descendants, et leur a offert la faculté de parler et de communiquer par la voix. À cette époque, son cerveau devait peser environ 900 grammes. C'est plus du double du cerveau de Lucie, mais nous sommes encore loin du cerveau de l'homme moderne. Celui d'un adulte pèse en moyenne 1450 grammes. Il faudra attendre 1 million d'années pour voir apparaître un homme semblable à nous. Ce fameux cerveau ne naîtra qu'après que les jambes, les mains et le corps aient atteint la perfection. Nous devions sentir mauvais et avoir le corps couvert de poils. Nous grimpions dans les arbres. Nous devions ressembler beaucoup à nos cousins simiens d'il y a entre 5 et 7 millions d'années. À une différence près, lorsque eux descendaient à terre, ils marchaient à 4 pattes, en s'appuyant à l'avant sur les jointures de leurs doigts. Mais vos ancêtres et les miens se déplaçaient sur leurs 2 jambes. Je considère la bipédie comme la clé de la séquence évolutive qui a mené à l'homme. Doté d'un tel cerveau, l'homme pouvait faire face à ses prédateurs et préparer l'avenir. Les fossiles trouvés à Solutré, dans le centre de la France, nous renseignent sur le mode de vie de nos ancêtres il y a 20 000 ans. Les restes de 10 000 chevaux sauvages ont été découverts dans un vignoble sous cette falaise. La chasse, pratiquée à grande échelle, était leur activité principale. Ils ont dû rabattre ces hordes de chevaux dans ce cul-de-sac avant de les massacrer à coups de lance pour les manger ensuite. Ils étaient habiles de leurs mains et savaient fabriquer des armes. Il y avait une division du travail. L'acquisition du langage leur a donné les moyens de s'organiser. L'homme était devenu l'un des prédateurs les plus puissants de la savane. Certes, la petite Lucie avait un cerveau qui n'était pas plus lourd que celui d'un chimpanzé. Mais la position debout et la structure de sa colonne vertébrale l'avaient préparée à recevoir un cerveau plus volumineux. Et nous autres, qui sommes ses descendants, en avons profité. Il s'est écoulé 4 millions d'années depuis que les australopithèques ont commencé à marcher. Et l'homme, doté d'un cerveau développé, est apparu. Nos ancêtres vivaient jadis dans les grands arbres de la forêt africaine. Nous vivions parmi d'autres espèces de singes dans ces forêts équatoriales humides où nous avions de la nourriture en abondance. Un bouleversement géologique a transformé ce milieu accueillant en un monde hostile où il fallait lutter pour survivre. Cette transformation du milieu a amené une espèce à évoluer pour devenir l'homme que nous connaissons. La prospérité de notre espèce n'est due qu'à un petit accident de la croûte terrestre et à un changement climatique. Si cet accident n'a pas eu lieu, nous serions peut-être encore dans les arbres de la forêt africaine. Cela donne à penser. Notre espèce saura-t-elle durer plus longtemps ou moins longtemps que les dinosaures? Quelle intelligence devons-nous déployer pour sauver cette planète où nous sommes à ce jour les prédateurs incontestés?